Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Rebonjour à tous, ici Nicolas Duvernois. Avec nous, Emmanuelle Grill, chroniqueuse économique au Journal de Montréal, avec un sujet passionnant. Que faire quand on n'a pas beaucoup de REER et qu'on a plus de 40 ans? Est-il trop tard? Oui, ça fait peur. Hein. Déjà, juste le titre de la chronique, ça fait peur. On dirait un film d'horreur, mais je crois que c'est un film d'horreur que plusieurs vivent. Oui, effectivement, parce que déjà, si on se rapporte aux chiffres, par exemple, les derniers chiffres disponibles pour 2023, on apprend que la cotisation médiane à un REER était de 3 420 $. Médiane, ça veut dire qu'il y a la moitié de la population qui cotise moins que ce montant et la moitié qui cotise plus. Mais grosso modo, le REER, malgré le fait que ce soit un outil d'épargne intéressant, notamment pour la retraite, enfin surtout pour la retraite, on n'a pas toujours la capacité d'épargne nécessaire. Et puis, ça se comprend parce que quand on a 40-45 ans, bien souvent, déjà, quand on est rentré sur le marché du travail, habituellement, on n'a pas un gros salaire. Après ça, on va acheter une maison, on va fonder une famille. Donc, notre capacité d'épargne n'est pas toujours au rendez-vous. Et puis, des fois, à 40-45 ans, on se réveille, on se dit, oh mon Dieu, le film d'horreur commence. Exactement. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Parce que déjà, à 40-45 ans, on a quand même au moins 20 à 25 ans d'épargne devant nous. Donc, si on s'y met dès maintenant, même si on commence à petite échelle, même si c'est juste 100 ou 200 $ par mois, ça va nous permettre de bénéficier de ce qu'on appelle les intérêts composés. C'est-à-dire qu'on va faire des intérêts sur les intérêts. Puis, au bout du temps, au bout de 20 ans, 25 ans, ça aura fait boule de neige et on va se retrouver devant un petit magot. Pas énorme, évidemment. Ça dépendra de l'effort d'épargne, mais ça va aider. Donc, le REER, c'est quand même un outil qui est super important pour planifier la retraite parce qu'il faut se rappeler qu'au Québec, il y a à peu près 40 à 50% de la population qui bénéficie pas d'un fonds de pension d'employeur. Alors, quand on n'a pas ce fonds de pension-là, on ne peut compter que sur son épargne et sur les rentes des gouvernements qui, comme vous le savez, sont quand même pas très, très élevées. Alors, pour avoir une retraite un peu plus confortable, il faut vraiment mettre de l'argent de côté, c'est clair. Mais est-ce qu'il est trop tard, littéralement, quand on a plus de 40 ans? Parce qu'il y a comme un piège de la vie où toutes les grosses dépenses arrivent entre, disons, 30 ans et 40 ans. La maison, une voiture s'il faut se déplacer, les enfants. Oui. Avec l'économie qui est de plus en plus complexe, en sachant surtout que très peu de personnes ont de l'argent de côté, qu'est-ce qu'on fait là quand on a 43, 44 et on n'a pas de REER? On s'y met tout de suite. La clé là-dedans, c'est la discipline et la régularité. Alors, on est des humains, ce qui fait que quand l'argent arrive dans notre compte en banque, habituellement, on a envie de le dépenser. Enfin, je sais pas si vous, c'est votre cas, mais moi, c'est absolument. Donc, la clé, c'est l'épargne automatique. Alors, ce qu'on peut faire, c'est chaque fois qu'on reçoit sa paie, une fois par mois ou 2 fois par mois, on demande à son institution financière de mettre en place un virement automatique vers notre REER. Puis, là, encore une fois, ça peut être 50, 100 $, etc., ce qu'on peut. Et puis, ça, c'est la clé parce que épargner tous les mois, ça va permettre de mettre en place, de prendre des habitudes d'épargne. Donc, il n'est pas trop tard parce que d'autant plus, comme je disais, 40, 45 ans, il reste 20, 25 ans devant nous, ce qui, en matière d'épargne, c'est énorme. Parce que justement, on va pouvoir bénéficier des intérêts composés. Pour vous donner une idée de grandeur, si vous mettez 300 $ par mois de côté pendant 20 ans, à un rendement net de 5%, à 65 ans, vous aurez 123 000 $. OK, quand même. C'est quand même pas juste 300 $ par mois. Ça peut se faire. Ça peut se faire. C'est quand même de l'argent, mais ça peut se faire. On voit que ça fait une différence. C'est ça fait vraiment une différence. Et puis, il faut savoir que pour chaque tranche qu'on a mis de côté de 100 000 $ à 65 ans, ça va nous procurer des revenus annuels d'environ 7 000 $ par an. Okay. Donc, c'est pas énorme, mais ça fait une différence entre une retraite vraiment serrée, juste avec les rentes de retraite versées par le gouvernement, et une retraite un peu plus à l'aise. L'autre chose qu'on peut faire à 40-45 ans aussi, si notre employeur nous offre des REER à cotisation de contrepartie, c'est-à-dire l'employeur va verser la même chose dans notre REER que ce que nous on a versé. Ça, c'est super important de le faire parce que ça va faire en sorte qu'on va cotiser 2 fois plus sans faire d'efforts supplémentaires. Et puis, comme je le disais, l'autre chose à faire de façon indispensable, c'est mettre en place des prélèvements automatiques de façon à diminuer l'effort d'épargne. Donc, si je comprends bien, même si on n'a pas énormément de moyens, même si on est, disons, un jeune dans la vingtaine, ne serait-ce que 40 $ par mois, 50 $ par mois, juste développer le réflexe, l'habitude de mettre de l'argent de côté à la fin. Exactement.
on va pouvoir s'en sortir mieux que ceux qui ont vraiment aucun argent de côté. Oui. Exactement. Et puis surtout, le problème aussi, c'est qu'on entend beaucoup, vous savez, les discours comme si j'ai pas 1 million d'épargne pour ma retraite, je vais être, je vais vivre sous un pont ou dans une tente au bord de Notre-Dame. Mais c'est pas le cas. Il faut sortir vraiment de ce genre de discours. Enfin, d'abord. Parce que sinon, ça décourage. Quand l'effort demandé est trop important, quand on se dit, si j'ai pas 1 million de dollars de côté, je vais avoir une retraite misérable. Donc, on se décourage et puis c'est pas bon pour la motivation. L'autre chose, c'est qu'il faut se comparer par rapport à soi-même. Il faut pas se comparer aux autres parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a plus d'argent de côté que nous. Il y a toujours quelqu'un qui a un meilleur fonds de pension que nous. Donc, il faut se dire, par exemple, on peut faire l'exercice une fois par année, après avoir cotisé à ses REER, on fait un bilan et puis on regarde qu'est-ce qu'on a mis de côté. Que ce soit REER, CELI, CELIA, peu importe, et on se dit, bon, moi, aujourd'hui, j'ai combien dans mon épargne? Puis, de cette façon-là, d'une année à l'autre, on va voir de quelle façon on progresse. Et puis, c'est ça qui permet de nous encourager et de motiver. Puis même, je vous cache pas que moi-même, j'ai eu beaucoup de mal, et puis j'ai suivi les conseils de mes conseillers financiers pour mettre en place une structure d'épargne régulière, mais c'est vrai qu'on y prend goût. Là, chaque année, je regarde, je me dis, quand même, Emmanuel, t'es pas pire. C'est ça, on est satisfait qu'on voit que ça avance, exact. Ça, on progresse. Donc, il faut vraiment pas se comparer aux autres et se sortir de l'idée de ces objectifs à 1 million de dollars, parce que sinon, c'est dur d'arriver à 1 million, honnêtement, à moins d'avoir des gros revenus et puis d'avoir pu commencer à cotiser très tôt. Donc, il faut partir de là où on est, il faut partir de son niveau et surtout pas se décourager, puis mettre en place une habitude d'épargne régulière. Et puis, je crois qu'il y a 2 mots qui sont importants. Premièrement, patience et régularité. Très souvent, on est impatient de voir ce compte monter, mais quand on se réveille 10, 12, 13 ans plus tard, on se dit, OK, j'ai quand même fait un bout de chemin. Ça fait des petits. Puis, comme je disais au début de l'entrevue, le REER, c'est un outil d'épargne, de planification financière, mais c'est pas le seul. C'est pas nécessairement le meilleur pour nous non plus. Des fois, il y a des situations où le CELI est plus approprié, notamment quand on a des revenus qui sont pas très élevés, parce que cotiser un REER, c'est intéressant parce qu'on a une déduction d'impôt qui vient avec. Mais quand nos revenus sont relativement faibles, cette déduction d'impôt, elle va être inexistante ou alors très basse. Donc, à ce moment-là, un CELI, c'est beaucoup plus intéressant parce que, c'est sûr qu'on n'a pas de déduction d'impôt, mais si on n'a pas beaucoup de revenus, l'avantage est moindre. Mais par contre, quand on va le sortir à la retraite, il n'y aura pas d'imposition qui est rattachée à ça. Tandis qu'un REER, il ne faut pas oublier que c'est pas un cadeau, c'est un report. Donc, quand vous allez être à la retraite, quand vous allez le retirer, vous allez avoir une facture fiscale qui va venir avec en fonction des revenus que vous avez à ce moment-là. Alors, vraiment, il faut faire quand même un calcul fiscal pour savoir si ça va être intéressant ou si c'est plus avantageux dans notre cas d'investir dans un CELI. Il faut vraiment aller chercher toute l'information. Au pire, consulter un planificateur financier parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails selon la particularité de nos revenus, de notre vie, de notre style de vie. Tout à fait. Et puis, une dernière chose, je ne sais pas si on a encore une minute. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui arrivent à 50, 55, 60 et puis qui ont vraiment pas beaucoup d'épargne retraite. C'est sûr, c'est problématique, mais là encore, il faut se dire qu'il y a d'autres solutions. À ce moment-là, quand on a 60, 65 ans, on s'entend que même si on met des REER de côté, on pourra pas faire de miracle là, mais il faut penser à d'autres leviers. On va travailler à ce qu'on appelle le décaissement, c'est-à-dire essayer de sortir notre épargne le plus lentement possible. Alors sur quel levier on peut appuyer à ce moment-là? On va travailler peut-être à temps partiel à sa retraite de façon à prolonger un petit peu son salaire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est reporter les pensions du gouvernement, donc la pension de la sécurité de la vieillesse et le RRQ, parce que ces pensions-là, ce qu'il faut savoir, c'est chaque fois qu'on les reporte, mettons même un mois supplémentaire, si on prend sa retraite 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 1 an plus tard, ça vient bonifier notre retraite. Par exemple, en principe, le RRQ, on peut commencer à le prendre à 60 ans, mais ça, il faut vraiment pas faire ça parce qu'on le réduit. L'âge normal, entre guillemets, pour prendre son RRQ, c'est 65. Mais si on le reporte jusqu'à 70 ou 72 ans, maintenant, c'est le maximum, on peut l'augmenter de jusqu'à quasiment 60% son RRQ. Quand même, hein? Donc, oui, c'est beaucoup. Et puis, il faut pas oublier qu'en plus, le RRQ, c'est une pension qui est indexée. Donc, ça évolue en fonction de l'augmentation du coût de la vie. Et puis en plus, on va le toucher jusqu'à la fin de nos jours. Donc ça, c'est fantastique. Donc c'est vraiment un levier intéressant. Reporter le RRQ, reporter le PSV quand on peut, c'est vraiment un très bon outil, en particulier quand on n'a pas beaucoup d'épargne retraite.
Mais Emmanuelle Grill, chroniqueuse économique au Journal de Montréal, on va savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir s'assurer d'une belle retraite. Merci. Merci à vous. Au revoir.